Elle a forgé son ascension dans l'ombre des bureaux ministériels, ciselé chaque discours jusqu'à ce qu'il résonne comme un coup de tonnerre, traité en secret avec des despotes au regard froid pour le hisser au sommet absolu du pouvoir. Elle était l'architecte invisible, la plume acérée, la négociatrice intrépide. Pourtant, à peine Nicolas Sarkozy couronné président de la République, à peine les projecteurs braqués sur lui dans une victoire éclatante, Cécilia Attias s'est éclipsée. Sans un mot public, sans une explication officielle, juste un vide assourdissant au cœur de l'Élysée, un silence qui a fait trembler les murs dorés du palais. Aujourd'hui, à 67 ans, dans une ville loin des dorures parisiennes, elle brise enfin ce mur de silence qu'elle avait érigé comme un rempart. Pourquoi a-t-elle fui le rôle de première dame, ce titre qui semblait taillé pour elle? Que cachait vraiment leur union fissurée par les ambitions, les absences et les non-dits? Et comment, après les trahisons brûlantes, les scandales qui ont déchiré la presse, le divorce retentissant, a-t-elle osé le défendre publiquement face à la prison, face à l'humiliation d'un ancien chef d'État? Ce n'est pas une quête de revanche amère, mais une soif inextinguible de vérité, la clé pour comprendre pourquoi elle a dû partir, claquer la porte du pouvoir suprême, pour enfin exister pleinement, libre, loin des chaînes invisibles du protocole. Avant de commencer cette histoire absolument extraordinaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Tout débute comme un scandale romanesque digne des plus grands auteurs français. Mais cette fois, c'est la réalité qui dépasse la fiction, qui tisse une toile plus complexe, plus passionnée, plus destructrice que n'importe quel roman. Août 1984, Neuilly-sur-Seine, cette banlieue huppée de Paris, où les villas se cachent derrière des impeccablement taillés et où les secrets de famille mijotent sous des façades impeccables. L'église est comble, les invités en costumes sombres et robes pastel murmurent des félicitations polies, l'air embaume l'encens et les fleurs blanches. Cécilia Siganet-Albéniz, 26 ans, une jeune femme au charme magnétique, aux origines hongroises et espagnoles qui lui donne ce regard profond, ses traits ciselés, cette aura cosmopolite irrésistible, a délaissé les bancs austères de la faculté de droit pour plonger tête la première dans les arcanes brûlants de la politique locale. Elle épouse Jacques Martin, la star des plateaux télévisés, cet animateur au sourire carnassier, au verbo, roi incontesté des émissions populaires. À la mairie, celui qui célèbre l'union n'est autre que le maire de la ville, Nicolas Sarkozy, 27 ans à peine, déjà un volcan en cravate, un ambitieux au regard noir qui dévore tout sur son passage, une énergie qui fait vibrer les murs. Il prononce les vœux d'une voix assurée, mais soudain, ses yeux s'attardent trop longtemps sur la mariée. Un désir fulgurant le frappe en pleine poitrine, confiera-t-il plus tard à des proches dans l'intimité d'un dîner confidentiel. Catherine Ney, sa biographe attentive, évoquera un éclair de passion le saisissant en pleine cérémonie, un coup de foudre qui le laisse pantelant, les mains tremblantes sur le registre officiel. Il ne l'oublie pas, loin de là. Des années durant, il reste en contact avec le couple Martin, parents de deux filles adorables, Judith et Jeanne-Marie, ces petites qui grandissent sous les flashs des caméras paternelles. Mais sous la surface lisse des apparences, un triangle amoureux se forme lentement, insidieusement, comme une faille qui s'élargit dans le marbre. Appels réguliers à des heures indues, bouquets de roses livrés sans carte, mais avec un message implicite, lettres enflammées camouflées en échanges politiques anodins. Cécilia s'éloigne inexorablement de Jacques, les disputes éclatent dans leur appartement cossu, les silences deviennent pesants, et elle se sent captivée, hypnotisée par l'ambition dévorante de ce jeune maire dont les yeux promettent le monde entier. 1988, le scandale explose comme une bombe dans les salons parisiens. Cécilia quitte Martin sans un regard en arrière, un choc médiatique qui fait la une des journaux people et politiques. Avec ses filles sous le bras, elle s'installe d'abord dans un studio exigu, un refuge temporaire, avant de plonger corps et âme dans les bras de Sarkozy. Lui, toujours enchaîné à Marie-Dominique Culioli, la mère de ses deux fils aînés, Pierre et Jean, une union stable qui vacille désormais. Une décennie trouble sans suite, divorce croisé dans les tribunaux, amour affiché au grand jour malgré les candidatons, rumeurs incessantes qui sifflent comme des balles dans les rues de Neuilly. Ils vivent dans une zone grise, amants officieux, parents complices, jusqu'au 23 octobre 1996. Mariage civil à la mairie même où tout avait commencé, témoin de choix triés sur le volet, Bernard Arnault, le magnate du luxe, et Martin Bouygues, le tycoon des télécoms, symbole d'un pouvoir en gestation qui se resserre comme un étau autour d'eux. 6 mois plus tard, le 23 avril 1997, Louis naît, un garçon vigoureux qui portera le poids de leur passion tumultueuse, de leur début sulfureux. Mais leur passion, née dans les flammes interdites de la trahison, traîne des ombres persistantes jusqu'aux portes blindées de l'Élysée, des murmures qui les suivent comme une malédiction. Mai 2007, la France bascule dans l'euphorie sarkozyste. Sarkozy triomphe face à Ségolène Royal avec 53% des voix, une victoire éclatante qui fait vibrer la place de la Concorde, une marée humaine hurlant son nom sous les feux d'artifice. Il exulte, lève les bras au ciel,
sa voix retentit comme un appel à la gloire. Mais à ses côtés, Cecilia n'est qu'un sourire de façade, un masque craquelé sous les flashs impitoyables. Longtemps son arme secrète, la stratège invisible qui opérait dans l'ombre du ministère de l'Intérieur, elle rédigeait ses discours avec une précision chirurgicale, polissait son image de flic dur pour la rendre plus humaine, ajustait sa rhétorique pour qu'elle touche les cœurs et les esprits. Devenue première dame, elle doit soudain se muer en potiche souriante, en ombre décorative recevant lors de dîners d'État interminables, un rôle qui l'étouffe dès le premier jour. Une dépossession totale qu'elle rejette d'emblée, avec une violence intérieure qu'elle contient à peine. Je préfère les bottes de cow-boy aux talons aiguilles. Lâche-t-elle en 2013 au magazine Elle, la voix ferme, le regard distant comme un horizon lointain. Les sourires forcés pour les caméras, le théâtre permanent du protocole, les coucous mécaniques. Elle les vomit, les trouve creux, vides de sens, une prison dorée qui l'asphyxie. Dès l'été, les absences s'accumulent comme des nuages d'orage. Première visite officielle à George W. Bush à Kennebunkport. Elle brille par son absence retentissante, un scandale qui fait la une, les services de l'Élysée balbutiant des prétextes santé bidons que personne ne croit. Le 14 juillet, pas de défilé sur les Champs-Élysées pour elle. Conférence de presse, esquivée avec une maestria qui frise l'insolence. On l'aperçoit à plusieurs reprises à New York, seule, errant dans les rues animées de Manhattan, dînant avec des amis dans des bistrots anonymes, tandis que Sarkozy parade solitaire aux événements officiels. Paris Match, Le Point, Le Figaro s'emballe en boucle. Dépression nerveuse? Rupture imminente? Les rumeurs pointent du doigt Richard Attias, cet homme d'affaires marocain charismatique, organisateur d'événements mondiaux, amant fugace de 2005 qu'elle avait rejoint avant de revenir pour la campagne présidentielle, un retour calculé pour l'image. À l'Élysée, derrière les portes closes, ils ne sont plus que colocataires dans une cage dorée, mots rares comme des perles précieuses gaspillées, distance glaciale qui gèle l'air. Au sommet du monde, j'étouffais comme dans un tombeau, confie-t-elle plus tard à un média suisse, la voix tremblante de souvenirs. Pas faite pour être un mannequin Chanel serrant des mains d'ambassadeur, pour incarner un symbole vide. Octobre 2007. Un communiqué laconique de l'Élysée annonce la séparation d'un commun accord. Mensonge poli pour sauver les apparences. En réalité, Cecilia a déjà rejoint Attias, l'amour ranimé comme une braise sous la cendre. Je suis tombée amoureuse à nouveau, je suis partie sans regarder en arrière, explique-t-elle des années plus tard, la voix calme mais le regard orageux, chargé de tempêtes passées. Elle avait tenté une réconciliation publique en 2006, pour l'image électorale, pour Louis, un effort qui s'est brisé comme du cristal. Dans son autobiographie Une envie de vérité, publiée en 2013, elle démonte le mythe avec une précision impitoyable. Sarkozy, brillant orateur mais homme fermé comme une forteresse, obsédé par le contrôle absolu, marié à la France avant tout, elle reléguée au rang de simple accessoire décoratif. Son feu intérieur l'avait attiré comme un papillon, puis l'avait brûlé, éloigné inexorablement. Je suis devenu un meuble dans sa vie, un objet qu'on déplace sans demander, écrit-elle, phrase glaciale mais mesurée. Silences oppressants qui remplissent les salons, éclats rares comme des éclairs, disparition de plusieurs jours sans un mot d'explication. À l'Élysée, les domestiques n'osaient même pas demander où elle était passée, tant la tension était palpable. Louis, leur fils unique, incarne cruellement la fracture qui s'élargit. À 16 ans, lors d'un mariage familial, il rentre avec un tatouage vaudou géant couvrant son torse. Baron Samedi, la divinité haïtienne de la mort, encre noire et menaçante sur peau adolescente. Cecilia éclate en sanglots incontrôlables, inconsolable devant les invités médusés. Ce n'est pas seulement l'encre, c'est la perte de contrôle total, la sensation que même son propre fils lui échappe dans ce tourbillon politique. Sarkozy, lui, reste de marbre. Crétin, jette-t-il d'un ton sec, presque mécanique, avant de passer à autre chose comme si de rien n'était. Elle cherche un lien humain, une connexion émotionnelle. Il ne répond que par le calcul froid, la stratégie. L'amour, peu à peu, se mue en pure mise en scène. Sourire figé pour les objectifs des photographes, dîner interminable où les mots meurent avant d'être prononcés, apparition publique qui masque une intimité morte et enterrée. Ce n'est pas une infidélité ponctuelle ni une dispute explosive qui les détruit, mais une absence accumulée, jour après jour, un regard qui ne reconnaît plus le refuge en l'autre. Cecilia craque la première, par une lucidité acérée qui la sauve. Elle choisit la paix intérieure plutôt que la proximité factice, la réalité brute plutôt que l'illusion dorée. Mars 2008, la France vibre encore du remariage éclair de Sarkozy avec Carla Bruni, une union people qui fait la une. Cecilia, elle, contre-attaque à des milliers de kilomètres, à New York, au mythique Rockefeller Center, avec un mariage intime et maîtrisé avec Attias. Seulement 5 invités triés sur le volet, dont Elie Wiesel, le Nobel de la paix, témoin du couple, pas un journaliste, pas un cliché volé, téléphone et appareil photo strictement interdits.
Cécilia, si souvent traquée par les paparazzi à Paris, reprend enfin le contrôle total du récit. Le week-end prend des allures de renaissance cinématographique. Vendredi, arrivée discrète à l'hôtel Regency sur Park Avenue. Samedi, dîner entre amis dans un restaurant mexicain animé, suivi d'une soirée sur Broadway devant Mamma Mia. Dimanche soir, cérémonie civile dans une tour privée de Manhattan, puis réception élégante au Rockefeller Center. Elle porte une robe Versace sur mesure, décolleté carré, corsage plissé, ceinturé d'une large bande dorée, pas seulement une création de haute couture, mais une armure symbolique de liberté reconquise. Athias, cet organisateur de sommets mondiaux, fondateur de Global Event System, ex-amant de 2005 dont les photos avec elle en couverture de Paris Match avaient failli tout faire exploser, devient son époux officiel. Il est le grand amour de ma vie, déclare-t-elle dans une rare interview. Ni Jacques Martin, père de ses filles, ni Nicolas Sarkozy, qui lui avait donné un fils et une place dans l'histoire, mais Richard, celui qui la voit comme une femme entière, pas un symbole politique. Pas une revanche mesquine, mais une indépendance affirmée. 20 ans d'enchevêtrement entre amour, politique et devoir se closent enfin. À New York, elle renaît de ses cendres, loin des regards parisiens. Plus de couvertures de tabloïds sensationnalistes, plus d'apparitions politiques forcées, plus de rumeurs chuchotées dans les dîners mondains. 2010, elle lance la Cecilia Athias Foundation for Women, une plateforme internationale dédiée aux droits, à la sécurité et à l'autonomie des femmes. Violences domestiques, santé maternelle, représentation politique, lutte contre la traite humaine, accès à l'éducation et à la justice pour les plus défavorisés. Sommets comme le Dialogue for Action, partenariat avec diplomates, chefs d'entreprise, ex-chefs d'État. Sur le terrain, refuge au Kenya, reconstruction de femmes sorties de prison à Long Island, conseil à des militantes au Moyen-Orient. J'ai changé de vie, quitté pays, famille, amis, mais ici, tout est possible, confie-t-elle au Gardien. Octobre 2025. Sarkozy condamné pour financement illégal de la campagne 2007, prison ferme, premier ex-président en cellule. Cécilia, depuis Manhattan, poste un message choc. Un homme de 25 ans de ma vie, père de mon fils, injustement privé de liberté. Dévasté, indigné. Il mérite justice, pas humiliation. Après 10 ans de silence, grâce ou loyauté pour Louis, en politique, elle, l'architecte oublié, discours ciselé, image polie, négociation seule en Libye 2007 pour libérer les infirmières bulgares. La France l'a blâmée, mais à 67 ans, elle corrige le récit. New York, fille, Louis, petits-enfants. Elle conseille dans l'ombre. Je suis toujours là. Première dame qui partit, femme osant dire non, ex défendant dignité. Qu'en pensez-vous? Cécilia a-t-elle eu raison de quitter la lumière pour sa liberté, ou a-t-elle laissé un vide? Partagez votre avis en commentaire, likez si cette histoire vous a captivé, et abonnez-vous pour d'autres récits exclusifs.